Bonsoir. Cher public, ici présent et sur Zoom, en tant que directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris, je vous souhaite la bienvenue et me réjouis de recevoir professeur Mehdi Ben Slimane, un ami que j'ai rencontré la première fois en 2015. On vient de me le rappeler, c'est pas ma mémoire qui fonctionne. On vient de me rappeler que c'était en 2015. Moi, je pensais à une autre date. Mehdi Ben Slimane est docteur en sciences politiques de l'IEP de Grenoble. Après avoir enseigné entre autres à l'Université de Lille et l'ISIC de Rabat, il est actuellement maître de conférences en sciences politiques à l'Université Qadi Ayad de Marrakech. Son travail transdisciplinaire a été salué par le grand Edgar Morin dans le cadre du prix Le Monde de la Recherche en 2016. Il est l'auteur de nombreuses publications dont Le penseur est mort, vive le chercheur. Dans son livre du pouvoir des médias, qu'il va nous le présenter aujourd'hui, Mehdi Ben Slimane aborde le quatrième pouvoir, une problématique plus actuelle que jamais. À l'heure où l'info se consomme à une grande vitesse, où les fake news pullulent et où les grands groupes médiatiques concentrent toujours plus de pouvoir, le livre de Mehdi Ben Slimane, à la croisée du journalisme politique et de la psychosociologie, est un vibrant appel à l'esprit critique et à l'originalité conceptuelle concernant la question toujours actuelle du pouvoir des médias. Dans cette intervention, il nous invite à entrer dans sa cuisine dans ses propres termes ingrédients. Bienvenue dans ma cuisine, prenez de la compétence, ajoutez-y de l'indépendance, mélangez le tout avec une bonne dose de leadership médiatique, quelques épices du Maroc et d'ailleurs, et vous obtiendrez ma recette originale du pouvoir d'influence des médias. Bonne dégustation. Je vous laisse la parole, cher Mehdi. Bien, chers collègues, chers amis, cher Salam, merci vraiment de l'invitation à venir présenter mon livre ici au CAREP. Comme tu l'as rappelé, on s'est rencontrés il y a 10 ans, en 2015, dans le cadre des activités de l'ARI à Beyrouth. Et c'est toujours un plaisir de te revoir. En effet, c'est mon deuxième livre pour aller directement au fond du sujet. C'est mon deuxième livre. Le premier que j'ai publié en 2020 s'intitule Le penseur est mort, vive le chercheur. Pour le dire rapidement, c'est un essai de réflexion où je défends deux thèses principalement. La première thèse est de nature démographique. Je dis que dans le cadre de la modernité et du matérialisme et sous le règne de la quantité, l'on vit aujourd'hui ce que j'appelle l'ère de la distraction par la multiplication. Et la deuxième thèse est en lien direct avec le titre provocateur, c'est-à-dire la mort du penseur et l'émergence, selon moi, d'un nouveau type de chercheur dans les sciences humaines et sociales, qui est devenu, je dirais, en gros, plus ou moins partisan, collectif, rationnel, dissimulateur et au service du pouvoir. Je pars d'un certain nombre de disciplines de la science politique, de certains travaux qui ont porté sur le monde arabe, mais je vais aussi voir d'autres disciplines comme la sociologie, l'anthropologie, l'économie, etc. Voilà donc en gros pour le premier. Le deuxième, le second, est issu de ma thèse de sciences politiques que j'ai soutenue à l'IEP de Grenoble en 2015 et qui a porté sur les rapports de la presse dite indépendante et du pouvoir à partir de l'exemple d'un journal qui s'appelle le Journal. Euh, alors, pour les personnes qui ne savent rien ou qui connaissent peu de choses sur le Maroc, avant de vous parler rapidement du journal, j'aimerais rappeler quelques éléments, quelques faits, quelques dates. Euh, la monarchie est l'acteur politique central au Maroc. Le roi Hassan II a régné sur le Maroc de 1961 à 99.
Et on peut dire que ce qui a caractérisé son règne, c'est un bilan négatif en matière des droits de l'homme. Les années 90 vont connaître une espèce de libération, de libéralisation avec ce qui l'accompagne en termes de libération de prisonniers politiques, liberté publique et d'expression élargie. Et l'événement important au Maroc dans ces années 90, c'est l'arrivée au pouvoir des socialistes, d'anciens opposants qui, avec Abdelrahman Yousfi, militant, avocat des droits de l'homme, etc., qui va diriger un gouvernement dit d'alternance consensuelle. Alors ça, c'est 98. 99, c'est la mort du roi Hassan II et la succession de son fils, prince héritier, qui deviendra le roi Mohammed VI. On a parlé à cette époque, à l'arrivée au pouvoir du roi, d'une nouvelle ère, Al-Jadid. On a parlé aussi de nouveaux concepts d'autorité, le Mafhoum Jadid al-Sulta. Et c'était des termes, un discours qui est axé sur le changement politique, avec des actes symboliques de rupture, dans la mesure où on a libéré d'anciens prisonniers politiques, on a permis le retour d'exilés, de militants en exil, et on a instauré un certain nombre d'instances de justice et de réconciliation. En gros, il y avait un espoir, une espérance d'une espèce de transition démocratique au Maroc. Alors pourquoi le journal dont je viens de vous parler le journal est né dans ce contexte, dans un contexte à la fois, donc il y a des éléments à la fois propres au Maroc et au niveau international, donc la fin de la guerre froide, libéralisation politique, alternance consensuelle, etc. C'est un journal qui est présenté et qui a été présenté comme indépendant. Sa ligne éditoriale est une ligne éditoriale critique avec le traitement de sujets tabous, de lignes rouges, comme on dit au Maroc, c'est-à-dire les années de plan, droits de l'homme, gouvernance, armée, monarchie, etc. Ce fut le premier hebdomadaire francophone en termes de vente, selon l'Office de justification de la diffusion. Et le journal était le lieu d'expression, une agora ouverte à des courants, des tendances intellectuelles, politiques, économiques multiples. Il y avait des gens de gauche, des islamistes, des gens du gouvernement, de l'opposition, etc. Et puis, il a eu surtout une visibilité dans les médias étrangers, français et américains. Quelques mots sur le journal, ce qui a fait sa particularité. Les fondateurs, dans l'ensemble, les trois fondateurs dont je vais parler, sont de formation financière, économique. Ils sont passés par la banque, par le secteur bancaire, par des sociétés de bourse et par l'hebdomadaire La Vie économique, qui, à l'époque, dans les années 90, 80, 90, appartenait à Jean-Jacques Servan-Schreiber et le groupe a été racheté par Aziz Akhnouch, qui est l'actuel chef du gouvernement, qui est un richissime homme d'affaires. Deuxième spécificité, donc, il y a eu des liens d'amitié, plus ou moins, avec des cercles du pouvoir, alors des conseillers de Hassan II et du prince héritier, il y a eu un encouragement, dans une certaine mesure, des milieux d'affaires. Et puis, dernière spécificité, je trouve, c'est l'histoire familiale et militante, dans la mesure où, pour un des trois fondateurs, en l'occurrence, c'est le grand-père, le père, l'oncle, etc., sont à la fois nationalistes, militants, journalistes. Le journal, c'est donc il est né en 97, il a été arrêté et fermé en 2010. 13 ans d'existence, inspiré par l'expérience du quotidien El País, fondé en 1976 pour accompagner la transition politique en Espagne. Après l'ère du général Franco, c'est en novembre 97 que de jeunes financiers convertis au journalisme, que sont Abou Bakr Jamei, Ali Ammar, Hassan Mansouri et Fadel Iraqi, qui va les rejoindre plus tard, se mettent ensemble pour fonder l'hebdomadaire francophone Le Journal. Ce dernier symbolise l'emblème de la presse dite indépendante de la fin des années 90 au Maroc, qui sont marquées par l'enthousiasme et de la libéralisation politique. De l'avis de plusieurs analystes et experts, le journal est considéré comme une expérience médiatique atypique dans l'ensemble du Maghreb et du monde arabe, couronné par de nombreux prix internationaux aux États-Unis, notamment en France,
Dénommé le journal hebdomadaire après son interdiction en 2000, c'est toutefois sa première dénomination qui va rester la plus employée. Le journal voit le jour donc durant les 2 dernières années du règne d'Hassan II. Selon Rennes, qui durera 38 ans, verra la prééminence politique, économique et religieuse de la monarchie se renforcer. Le palais royal, au terme de luttes acharnées avec les principaux acteurs politiques, l'armée, les partis issus du mouvement national, finit par l'emporter au bout du compte. Si le climat de confrontation définit cette époque, c'est surtout le bilan négatif, comme je l'ai dit, en matière des droits de l'homme, qui symbolise le plus le règne d'Hassan II, dans la mesure où les violations et les exactions commises étaient nombreuses. D'une part, ce journal accompagne l'arrivée au pouvoir, au gouvernement en 98 de Abdelrahman Yousfi, Premier ministre socialiste, dans le cadre du gouvernement d'alternance consensuelle, au point que ses promoteurs se voient comme les enfants de l'alternance. Avocat militant des droits de l'homme, ancien opposant au régime, Yousfi fut condamné plusieurs fois par contumace à la peine capitale. D'autre part, cet hebdomadaire accompagne l'intronisation du jeune roi Mohamed VI le 23 juillet 1999 dans le cadre de ce qu'on appelait, comme je l'ai dit, une nouvelle ère. Dans un espace médiatique dominé par les médias d'État et par la presse partisane, ainsi que par quelques journaux non partisans, mais qui restent plus ou moins frileux vis-à-vis du pouvoir politique en place, le journal surprend. À vrai dire, il surprend par son audace en matière de couverture de sujets tabous. J'en ai cité le témoignage d'anciens prisonniers politiques, l'islamisme, l'armée, les scandales financiers, le business du roi, la justice transitionnelle, etc. Ces sujets et ces thématiques se traduisent de nombreuses années durant par un choix percutant de une, parmi lesquelles, pour sauver l'alternance, Driss Basri doit partir. Basri, c'était le ministre de l'Intérieur qui est resté au pouvoir 20 ans, sous Hassan II. Malika Oufkir, la prisonnière, et le roi créa la femme. La monarchie des copains, le dessous des cartes du putsch de 72. Que fait le roi? Le journal prend ses locaux dans la capitale économique du Maroc, non loin de la bourse de Casablanca. Son modèle économique, outre la participation et la prise de risque des actionnaires associés, est construit autour de 2 volets, les ventes d'une part, les recettes publicitaires d'autre part. De ce point de vue, cet organe de presse conserve pendant longtemps le titre de premier hebdomadaire francophone en termes de vente. Celui-ci est considéré donc comme euh, une espèce de porte-voix de la presse marocaine indépendante qui va rencontrer de plus un rayonnement à l'étranger. Les transformations survenues néanmoins sur sa ligne éditoriale, jugée critique vis-à-vis du pouvoir par le choix percutant de ses couvertures et de ses dossiers vis-à-vis du pouvoir, donnent lieu à des conflits de différentes natures, des interdictions, des procès associés au paiement de fortes amendes, le boycottage publicitaire des grands annonceurs, mauvaise gestion interne, etc. Ceci débouche au bout du compte sur sa fermeture par les autorités en janvier 2010 sous le règne de Mohamed VI. En effet, les huissiers de justice qui mettent sous scellé ces locaux à la suite de la liquidation judiciaire de Mediatrust, l'ancienne société éditrice du journal, invoquent, non sans raison, des impayés vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale et de divers créanciers. Alors, donc c'est un peu, en gros, voilà, les éléments à retenir par rapport au journal. Dans ma thèse, il y a eu ce questionnement sur c'est une des parties de ma thèse que j'ai développée pour en faire ce livre. C'est la question du pouvoir des médias. On parle du quatrième pouvoir, quelquefois aussi du cinquième pouvoir. Donc, la question du pouvoir des médias a donné lieu à un ensemble de littérature dans les différentes sciences sociales depuis au moins 70 ans, à la fois les sciences de l'information et de la com, la sociologie des médias, la science politique, et notamment la communication politique s'intéresse à cette question. L'économie et l'histoire des médias s'intéressent à la question du pouvoir des médias. Et dans ça, on trouve différents auteurs, américains notamment, français, anglais, différents courants, approches, etc. Euh, il y a des travaux qui parlent de l'influence, la question de l'influence. Est-ce qu'on est dans une influence forte, faible? Est-ce qu'il y a des effets forts ou limités du pouvoir vis-à-vis du public? Il y a certains auteurs qui essayent de mesurer via des indices le pouvoir des médias. C'est pas
ma tasse de thé, c'est pas ma façon de voir les choses. Donc, en gros, on peut dire qu'il y a deux tendances dans les différentes littératures qui ont abordé cette question. Donc, soit on va vers la question de l'omnipotence, la surpuissance des médias et ce qu'ils font au public, d'accord? Et puis, il y a, je dirais, certains travaux qui vont relativiser cette question. Ils vont dire que voilà, les spectateurs, le public, n'est pas totalement passif. Il a des capacités quand même de sélection, il a un certain esprit critique, etc. En fait, j'ai essayé de sortir de toute cette littérature pour proposer une autre manière de voir la question du pouvoir des médias, de manière générale, à partir du cas du journal en particulier. Euh, pour moi, le premier concept sur lequel que j'ai développé, en fait, c'est la compétence. Comme vous le savez, la compétence est définie généralement comme un ensemble de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Elle est définie aussi quelquefois comme une maîtrise des logiques propres à un espace donné, que ce soit dans l'économie, dans la finance, dans le sport, dans la science, etc. Donc, on maîtrise plus ou moins des logiques propres à un espace donné. Moi, en fait, je me suis éloigné de ces conceptions classiques et j'ai trouvé que une autre manière de voir la compétence, à partir de certains travaux dans les centres de l'éducation, qui voit la compétence comme un pouvoir adaptatif aux situations nouvelles. En gros, ce pouvoir-là, en fait c'est quatre types. C'est un pouvoir de construire la situation, de s'y positionner, de la transformer à son profit. Et puis il y a le pouvoir de recul réflexif sur la situation. Pour ne pas entrer dans les détails, donc en fait, j'ai travaillé sur un cas précis au niveau de ma thèse, mais en fait, l'idée, c'est que les journalistes, par rapport dans des situations données, s'ils ils peuvent changer des rapports de force à leur profit, qui étaient en leur défaveur, ils peuvent les transformer à partir de leur investigation, de leur recherche, de leur débrouillardise, leur intelligence, etc. Donc, ils peuvent changer ces situations à leur profit. Donc ça, c'est pour la compétence. Le deuxième concept pour moi important, c'est celui de l'indépendance. L'indépendance, le istiqlaliyya en arabe, c'est un terme qui est aujourd'hui dans l'air du temps, qui est un terme galvaudé. Donc on parle d'indépendance de presque des États, bien sûr, ça a commencé par les États, indépendance des États, indépendance de la justice, des juges, des experts, des consultants, des think tanks, des centres de recherche, etc., etc., et bien sûr des médias. Euh, il y a plusieurs définitions qui sont données à la question à l'indépendance. Le plus souvent, on la traduit ou on la définit comme étant l'autonomie, d'accord? Être autonome, être indépendant. Alors, je trouvais que l'indépendance était la version politique militante de l'autonomie. Les philosophes, sociologues, etc., Bourdieu, entre autres, ne parlent pas d'indépendance, mais ils parlent, à partir de leurs travaux, d'autonomie. Alors que les médias, d'autres secteurs parlent de l'indépendance. Pour Taha Abdelrahman, par exemple, un logicien et philosophe marocain, il définit justement l'indépendance comme étant l'autonomie et comme étant le fait de ne pas dépendre d'un pouvoir, ne pas être sous la tutelle d'un pouvoir, qu'il soit étranger ou interne. C'est ainsi bien sûr, les définitions sont multiples. Moi, ce que j'ai essayé de faire au niveau de mon travail, de ma thèse d'abord, puis du livre, c'est de questionner les journalistes, de les interroger sur ce que veut dire indépendance. Que signifie indépendance du journal? Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance de manière générale? Et je suis arrivé à une typologie, je pense qu'elle va au-delà du journal et du Maroc. En gros, donc, il y a quatre types d'indépendance. L'indépendance politique, on n'est pas voilà, sous la tutelle de partis, de groupements politiques. L'indépendance économique et financière. L'indépendance éditoriale, troisième type. Et puis, j'ai établi un troisième type lié à l'écriture. Est-ce que l'écriture est indépendante? Est-ce qu'on est neutre lorsqu'on écrit? Est-ce qu'on n'est pas... L'écriture n'est-elle pas ancrée idéologiquement, etc., etc. Donc voilà, donc une fois que j'ai établi ces typologies, j'ai trouvé que l'équation ou l'énigme de l'indépendance était toujours là. Euh, En fait, je n'ai pas cherché à mesurer l'indépendance du journal, à dire est-ce que c'était un journal indépendant ou non.
euh, euh, à partir de quel moment il a été indépendant et à partir de quel moment il n'était plus. Pour moi, c'était pas des questions intéressantes. En fait, je me suis intéressé à l'indépendance en tant qu'étiquette. C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt de se présenter et à quoi ça vous sert d'être présenté ou de se présenter comme indépendant? Et lorsqu'on pose la question de cette façon, donc on ouvre la réflexion vers de nouvelles, voilà, une nouvelle manière de voir les choses. Euh, L'étiquette, le fait de se présenter comme indépendant, quand vous êtes journaliste ou quand vous êtes un média, cette étiquette vous permet d'avoir en fait d'avoir une certaine visibilité, d'avoir une certaine crédibilité. Elle vous permet aussi d'avoir accès à des espaces de communication, de débat, des plateaux de télé, peut-être des prix, du soutien d'associations de défense de journalistes, etc., etc. Et puis, ce qui est intéressant avec l'étiquette, c'est que cette étiquette circule au niveau international. Donc, autant au Maroc, en France ou ailleurs, les journalistes, les médias se présentent mutuellement comme étant indépendants et cette étiquette circule entre les acteurs médiatiques. Euh, et c'est d'ailleurs quelque chose dont avait parlé d'une certaine manière Howard Becker lorsqu'il a dit que lorsqu'on se présente aussi comme chercheur ou comme universitaire, cette étiquette de chercheur vous permet aussi d'avoir accès, comme aujourd'hui, à un espace de débat, de rencontres, de présentation, etc. Voilà, donc j'ai essayé de questionner autrement la question de l'indépendance à partir, bien entendu, du cas du journal. Et j'aimerais vous citer parce que quand même l'indépendance, malgré le fait qu'on puisse la voir autrement, euh, fait sens et donne du sens aux journalistes. Donc j'aimerais citer quelques témoignages de journalistes marocains du journal sur ce qu'ils pensent de la question. Alors, je ne vais pas présenter les biographies des journalistes, donc c'est des journalistes à la fois politiques, financiers, économiques, culturels, etc. Euh, Premier journaliste, je ne comprends pas qu'on ait besoin de redéfinir au Maroc des choses qui ont été définies ailleurs. C'est quoi un journal indépendant? C'est un journal qui publie une information vérifiée. Mais il a le droit, tout en étant indépendant, d'avoir un prisme, d'avoir une position éditoriale. J'ai toujours dirigé des journaux de gauche, j'ai toujours défendu la laïcité, mais je donne une information objective. Maintenant, l'édito, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, c'est au lecteur de juger. Mais au Maroc, on a transformé ceci. Un journal indépendant est un journal qui insulte la monarchie. Euh, mais un journal de droite, monarchique, peut être indépendant si dans son travail journalistique, il me donne objectivement une information. Cela dit, si son patron et ses journalistes sont pour la monarchie, ils ont le droit de vivre comme ceux qui sont contre la monarchie. Au Maroc, il y a des journaux qui sont anti-déontologiques, qui ne sont pas professionnels, mais continuent de vivre juste parce que ce sont des opposants. Mais ce n'est pas ça l'indépendance. Un journal de droite peut être indépendant. L'indépendance par rapport à tout pouvoir, c'est de ne pas écrire sous les ordres du roi. Et que faites-vous de l'indépendance vis-à-vis du pouvoir de l'argent, me demande-t-il. Tu es indépendant lorsque tu insultes, mais si tu es dépendant du pouvoir de l'argent, là, en fait, personne ne parle de l'indépendance par rapport aux puissances de l'argent qui vous tiennent par la pub. Donc ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage, nous étions véritablement indépendants. Je me rappelle, on avait des actionnaires qui n'intervenaient pas dans ce que nous faisions, qui n'avaient pas d'intérêt particulier dans de grands dossiers, etc., et qui nous laissaient publier des choses que d'autres actionnaires de journaux ne nous auraient pas laissé publier. On n'était dépendant ni d'un grand groupe, ni d'un parti, ni d'une association, vraiment pour vous dire qu'on se sentait indépendant. Dans l'absolu, l'indépendance n'existe pas. C'est-à-dire, quand on a commencé à s'agrandir, à engranger des recettes publicitaires, et c'est le revers de la médaille, on devient dépendant de nos annonceurs. Mais ça n'a pas été flagrant vraiment dans le cas du journal. On avait des recettes des annonces publicitaires, mais on n'en tenait pas compte dans la rédaction de nos articles, donc le ton était très libre. Dernier témoignage. S'il s'agit de l'indépendance des journalistes, le journal n'avait pas de problème à ce niveau. Les journalistes faisaient leur boulot. Il n'y avait pas de mot d'ordre. Deux, est-ce qu'il y avait de l'indépendance vis-à-vis des structures de l'establishment?
Il y a, selon moi, deux phases. Ils ont été indépendants de l'establishment en connaissance de cause, sachant ce que l'establishment veut, sachant qu'ils ont la possibilité de faire un journal qui se démarque de l'existant, de la vie économique notamment. Oui, entre 97 et 2001, mais je ne sais pas s'ils ont continué dans cette voie. Euh, Au moment où nous sommes en train de prendre notre revanche sur une source, ça peut être l'institution du Premier ministre, la primature, à un moment donné, on n'est plus indépendant. On a un biais. Il y a un biais. La preuve dans l'indépendance, pour ce journaliste, c'est l'équilibre dans le jugement. Cet équilibre, à un moment donné, a été perdu. Voilà donc quelques exemples de témoignages par rapport à la question de l'indépendance. Je finis euh, par rapport à ce concept avec deux citations en fait, qui nous disent toute la difficulté, l'ambiguïté de cette notion. Peu de gens sont faits pour l'intelligence, pour l'indépendance, c'est le privilège des puissants. Nietzsche. Deuxième citation, personne n'est absolument libre, car il y a aussi les esclaves de leur indépendance. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, en fait, au niveau de ma recherche, voilà, j'ai trouvé il y a plusieurs journalistes, médias, un peu partout, qui peuvent avoir, qui ont des journalistes compétents, quel que soit le domaine de spécialité, politique, économique, finance, sport, etc., etc. Ils peuvent aussi être plus ou moins indépendants ou se présenter comme indépendants, d'accord? Mais je trouve qu'il y a un troisième élément, selon moi, qui fait la différence par rapport si on doit comparer entre journaux, entre médias. Pour moi, ce troisième élément, c'est le leadership médiatique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes plus ou moins atypiques, avec une certaine histoire militante, familiale, etc., avec un certain charisme, avec des réseaux, avec une formation, avec un background, etc., qui vont faire la différence. Et dans le cas du journal, en l'occurrence, j'ai travaillé pas sur l'ensemble des fondateurs, bien entendu, mais sur un des fondateurs qui est Aboubacar Jameh en travaillant sur son histoire familiale, militant, sur ses formations, les prix qu'il a reçus, son charisme, sa participation dans des plateaux de télé, dans différents espaces, la réception de prix internationaux, de presse, de démocratie, etc. Euh, voilà, donc c'est les trois concepts. Donc si dans la couverture du livre, vous avez une espèce de pyramide, et donc c'est ça, pyramide triangle, c'est le triptyque. Donc c'est au niveau de la base de la pyramide, je dirais, il y a à la fois la compétence d'un côté et l'indépendant de l'autre. Et au niveau du sommet, c'est le leadership médiatique. Euh, Bourdieu avait écrit que ce qui circule entre les chercheurs et le grand public et ce qui circule entre les spécialistes d'une discipline et les spécialistes d'autres disciplines, ce sont les résultats, mais jamais les opérations. Selon lui, on n'entre jamais dans la cuisine de la science. Je résume mon livre avec une formule de cuisine qui a été dite au début par Salam. Donc, bienvenue dans ma cuisine. Les personnes qui seraient intéressées par le livre, prenez de la compétence, ajoutez-y de l'indépendance, mélangez le tout avec une bonne dose de leadership médiatique, des épices du Maroc et d'ailleurs, et vous aurez ma recette du pouvoir d'influence des médias. Je vous souhaite une bonne dégustation et je vous remercie de votre attention et de l'invitation encore une fois. Merci. Merci beaucoup, Mahdi. C'était passionnant, surtout que moi, j'ai suivi un peu cette expérience. Euh, on en a déjà parlé. Boubacar, c'est un ami de longue date. Ma question, est-ce que actuellement au Maroc, il y a un journal ou une revue hebdomadaire qui ressemble ou qui essaye d'imiter l'expérience du journal ou cette expérience, quand elle s'est éteinte, elle a annoncé la fin d'une période d'espoir et d'attente. Euh,
Bonne question, Salam. Je crois que personnellement, j'étais un lecteur assidu du journal pendant des années. Pendant mes années de fac, j'ai conservé la collection du journal, donc je dois dire ça. Donc j'ai environ plus de 400 exemplaires de ce journal que je lisais passionnément. Je m'intéressais à ce qu'il écrivait. Euh, la question m'a été posée plus ou moins de manière un peu différente dans d'autres contextes. Euh, non, je ne pense pas qu'il y ait un journal aujourd'hui au Maroc qui ressemble au journal. Un journal qui a existé plus ou moins parallèlement à l'expérience du journal, c'est tel quel, mais tel quel dès le départ a eu un certain positionnement sociétal avec des sujets tabous plus liés à la sexualité, plus liés à la laïcité, etc. Mais le journal a eu au départ un positionnement économique-financier, c'est ce qu'on, quelquefois, on oublie de le rappeler, vu le background économique financier des fondateurs. Et vu l'époque aussi, c'était très animé économiquement au niveau de la bourse, etc. Et puis, il y a eu des journalistes, des rédacteurs en chef qui ont intégré le journal. Et ces personnalités, ces personnages ont imprimé leur touche. Et il y a eu d'une certaine manière une bifurcation. Les journalistes et les fondateurs l'expliquent aussi par le contexte. On ne pouvait pas parler économie sans parler politique. C'était articulé, lié. Et voilà, donc il y a aujourd'hui, c'est plus en termes de vente, même la presse écrite n'a plus bonne presse et la mauvaise presse. Et donc c'est les réseaux sociaux, c'est des chaînes de télé qui sont plus sur des sujets de société. Un journal critique et lu, suivi, qui dérange, comme le journal a été, non, je pense pas. Et on m'a posé une fois la question, est-ce que si le journal revenait aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pu intéresser? Moi, je pense pas. Je pense que le journal est né dans un certain contexte et que c'est le contexte qui a fait qu'il a été le journal. Le contexte aujourd'hui est totalement différent, notamment par rapport aux jeunes et leur rapport avec les réseaux sociaux, etc. Euh, j'ai expliqué le succès du journal par le fait qu'il soit arrivé au bon moment, avec le bon produit, au bon moment avec le bon produit et la bonne équipe, etc. Donc, malheureusement, il n'y a pas de journal qui ressemblerait plus ou moins au journal aujourd'hui. D'après ce que Boubacar m'avait dit, c'est que il a préféré démissionner et quitter le journal pour sauver le travail des collaborateurs, parce que la décision de l'État était très claire de fermer le journal avec n'importe quel moyen. Et il paraît qu'ils ont utilisé le moyen publicitaire principalement. C'est-à-dire quand on arrête de passer de la publicité dans le journal, et c'est le seul revenu Mhm. possible, Ouais. et il doit fermer. Mhm. En effet, le boycottage publicitaire des annonceurs est un des leviers, des outils qui est employé par les régimes, qui accapare aussi l'économie, les affaires, etc. Ou Euh, le prix du papier, des fois. ou le prix, l'imprimerie via des imprimeries, etc. Donc le journal, par rapport à ça, par rapport aux imprimeries, il a été plusieurs fois en France pour être imprimé. Parce qu'à un moment, les imprimeurs locaux étaient frileux, ne voulaient pas, etc. Donc il est parti chez l'imprimeur du Courrier international, je crois, ou de Libération, pendant quelques années, et parce que c'était cher, parce que c'était pas évident, donc ils sont revenus au Maroc avec un imprimeur, ils ont réduit le prix, etc. Euh, boycottage, la question, au début, C'est-à-dire qu'il a démissionné et ouais. Alors, pour protéger hum, hum. Bah, ça, je pense que c'est en lien avec ce que je disais sur le leadership. Parce que je pense que, et je compare avec d'autres médias, je cite Edoui Plenel, je cite quelques patrons en Égypte, un patron de la République en Italie. Je pense que le régime, plus ou moins, a conditionné
En fait, il a dit qu'on peut laisser le journal survivre, mais à condition qu'il n'y ait pas de patron qui n'est pas à jamais à la tête. Et donc, cette fragilité institutionnelle liée à la tête du patron, j'en parle dans mon livre, est réelle. Donc, il y a des personnages, des têtes qui dérangent par leur manière de parler, par les compétences et par comment ils disent les choses. Et j'ai compris aussi que c'était la condition pour laisser tranquille, entre guillemets, le journal. Mais le retour, je pense qu'il est parti pendant des années ailleurs, à l'étranger, et puis il est retourné un an, je pense, un an avant la fermeture officielle du journal. Et donc, voilà, donc ça a été pour le régime peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Est-ce que le journal Akhbar al n'a pas pris un peu la place du journal, celui que notre ami Tawfiq Mhm, Bouachine mhm. publiait? Euh, Oui, dans une certaine mesure. Alors, il y a tout un débat sur l'influence que peut exercer un journal francophone ou arabophone dans les pays arabes. Qui lit, qui peut, voilà. Est-ce que lorsqu'on publie la même information dans un journal arabe, est-ce que ça fait plus mal que si on la publie dans un journal français, francophone, etc. Donc, Akhbar Lyoum, oui. Il y avait une certaine audace aussi dans le traitement des sujets. Euh, je pense que le journal avait, à travers le personnage de Jamie, il avait aussi une visibilité à l'étranger dans certains médias, avec certains réseaux aux États-Unis, en France, chose que n'avait pas, il me semble. Et donc, c'est une question importante pour le soutien international lorsqu'il y a des interdictions, des procès. Je pense que c'est cette carte internationale où voilà, les prix, etc., ça peut aider. En fait, ce n'est pas toujours une clé garantie à 100%, mais je pense que ça peut aider à ce que les régimes laissent plus ou moins tranquilles certains médias. Merci, Mahdi. On termine la séance en adressant nos remerciements à Mahdi pour cette présentation assez riche de son travail, du pouvoir des médias.